Bonjour à tous. Je m'appelle Chris Doran, un spécialiste des ventes techniques chez ITM Instruments. Merci à nous avoir rejoints pour cet webinaire aujourd'hui, présenté par ITM Université. Sujet d'aujourd'hui, c'est test d'énergie électrique avec Fluke. Nous couvrirons une bonne quantité d'informations dans les prochaines 45 minutes, puis nous aurons du temps à la fin de la présentation pour des questions et réponses. Nous vous encourageons à poser des questions tout au long de la présentation. Utilisez simplement la fonction chat et nous répondrons à vos questions à la période des questions et réponses. ITM Instruments et Fluke travaillent en étroite collaboration depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être l'un des principaux distributeurs de Fluke au Canada. Ceci est le résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise, matière de produits, notre service et nos prix compétitifs. Commençons. Le webinaire aujourd'hui est présenté par Claude Boudreau, technicien en instrumentation et contrôle, ayant suivi plusieurs formations de perfectionnement en métrologie, thermographie, analyse de vibration, infilmétrométrie et analyse de puissance. Représentant technique en équipement de test et mesure depuis plus de 30 ans, et donc plus de 25 ans pour ITM Instruments. Claude, la présentation est à vous. Eh bien, bon matin tout le monde. Comme Chris Doran le mentionnait, mon nom est Claude Boudreau. Je suis le représentant qui s'occupe du Québec et de l'Est de l'Ontario pour ITM Instruments. Donc, comme vous avez vu, je touche un petit peu à tous les types d'équipements de mesure. Et puis, une des choses qu'on va rajouter à ma présentation qu'on a oublié de faire aujourd'hui, c'est aussi tout ce qui est le côté ultrason. Donc, je suis aussi là, spécialiste en ultrason maintenant. Ben, spécialiste, c'est un grand mot. Disons que j'ai étudié un peu plus l'ultrason, j'ai suivi des formations supplémentaires. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout ce qui est l'essai de puissance. Donc, on va regarder les méthodes pratiques standards et les solutions. On a quand même un plan de cours assez complet. On va commencer par faire une petite récapitulation sur qu'est-ce que le test de puissance, c'est quoi l'énergie et la puissance, les outils de base pour le travail, puis comment tirer meilleure partie des outils de test quotidien. Donc, vous avez déjà des appareils que vous servez présentement. Il y en a certains qui peuvent vous permettre de faire des tests un petit peu plus poussés que ce que vous avez peut-être déjà envisagé. Donc, on va parler de ça. On va parler ensuite de ça quand est-ce que vous allez avoir besoin des équipements supérieurs, donc des équipements un peu plus performants. Donc, on va essayer de démystifier ça parce qu'au cours des ans, honnêtement, l'analyse de puissance, c'est quelque chose qui est rendu complexe. On est parti d'une très petite façon de travailler où on mesurait les kilowattheures, c'est bien correct, mais là, on est rendu de plus en plus dans le troubleshooting et dans le diagnostic. Et puis, c'est ça qu'il faut s'assurer d'avoir les bons outils aux bons endroits. On va regarder les différentes catégories de tests de puissance. Comme maintenant, on parle qu'on a 3 catégories d'équipements de tests de puissance. Donc, quand quelqu'un m'appelle et dit « Claude, je veux un analyseur de puissance », j'ai beaucoup de questions pour lui parce que c'est qu'est-ce que tu veux faire exactement. C'est ça qu'on va vous aider à bien comprendre. On va regarder les différents appareils que Fluke offre là-dedans. On va aussi regarder ce qu'on appelle des meilleures pratiques pour résoudre des problèmes, donc diviser pour régner. Donc, on va faire les différentes méthodes de dépannage, on va regarder l'analyse de puissance 101, on va regarder comment qu'on peut faire voyons, comment savez-vous que la puissance est fiable ou non? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est pas un problème? On va regarder notre rôle dans le rôle du service public comme Hydro-Québec. Puis, on va aussi faire une interaction entre les équipements électriques puis votre rôle à l'intérieur des usines pour la qualité de puissance. Puis, on va terminer avec la section là, questions et réponses. Fait que si on commence à la base, qu'est-ce que le test d'alimentation électrique? Ben, on va commencer par démystifier 2 choses, donc l'énergie et la puissance. C'est sûr et certain, quand on parle de kilowattheure, ben là, on est rendu dans ce qu'on appelle la mesure de l'énergie. Mais la puissance en tant que telle, ça va être les watts, ou si on aime mieux les kilowatts dans certains cas, mais c'est pas l'heure. Donc, quand on parle de la puissance d'un système électrique, c'est la tension et le courant qui est disponible pour effectuer le travail.
Donc, combien de watts que j'ai à ma disposition pour que mes machines fonctionnent? Pour mesurer la puissance, il faut mesurer la tension et le courant, puis idéalement, on veut le faire en même temps, parce que c'est sûr et certain que si j'ai une fluctuation tension-courant, ben ma puissance n'est pas la même. C'est pour ça qu'on veut mesurer les deux simultanément. Lorsque je veux faire mon énergie, ben là, à ce moment-là, je vais aller ajouter l'intervalle de temps. Là, à ce moment-là, c'est juste savoir, OK, oui, j'ai consommé X watts, mais durant une heure de temps, combien j'en ai consommé? Fait que si j'ai mon ampoule qui a 1 watt, puis je la laisse en fonction pendant 1000 heures, ben j'ai 1 kilowatt. Même chose, si j'aurais un équipement qui est un 1000 watts, puis lui, je le laisse fonctionner pendant 1 heure, je vais avoir le même 1 kilowatt. Donc, c'est juste une relation avec le temps. La mesure de puissance de base. Si on prend un système monophasé, on va avoir ce qu'on appelle nos KVA. Les KVA, c'est ce qui est fourni par le distributeur électrique. Donc, dans notre cas, en général, Hydro-Québec. Fait que ça, ce que c'est les KVA, ça va être le voltage multiplié par le courant, donc c'est la capacité du système. Pour nous, les Québécois, ben, c'est la grosseur de notre contenant. On a ensuite de ça les watts. Ben, ça, c'est la partie qui est la puissance réelle ou c'est la partie qu'on peut consommer. Donc, c'est ce qu'on veut. On va avoir le plus de kilowatts possible versus la quantité maximum de KVA disponible. Puis les KVR, ça, c'est la puissance réactive. C'est malheureusement ce qui est perdu dans le système. Ça peut être autant pour les systèmes d'enroulement de moteur et ainsi de suite, qui vont avoir une certaine consommation d'électricité, mais qui ne servent pas comme tel à faire rouler l'équipement. Donc, c'est des puissances qui sont réactives, qui sont malheureusement des pertes. Fait que ce qu'on veut, c'est d'essayer de diminuer ces pertes-là au maximum. Fait que l'idéal, c'est d'avoir une ligne entre les kilowatts et les KVA qui est le plus proche possible de 1, où là, à ce moment-là, mes kilowatts sont utilisés à 100%. Donc, ça, c'est réellement notre triangle de puissance. Fait que, comme tout le monde le sait, la bière, pas de mousse, c'est ce qui est l'idéal. Les outils de base pour travailler. Ben, on peut commencer simplement juste avec votre pince ampère-métrique puis votre multimètre. Ben, déjà là, on est capable de mesurer le voltage, le courant. Si on peut prendre aussi des pinces flexibles pour le courant qu'on pourrait mettre sur un multimètre ou ça peut être une pince ampère-métrique séparée. Il va y avoir plusieurs appareils qui vont aussi mesurer la fréquence et la résistance. Fait que déjà, avec ça, ben, on est capable de vérifier plusieurs choses. Est-ce que j'ai du courant sur mon équipement? Est-ce que j'ai un fusible de sauter? Le courant, est-ce qu'il est correct pour la charge? Est-ce que j'ai des courants sur le neutre? Puis en plus, ben, si vous avez un système monophasé, ben là, à ce moment-là, si vous allez lire la fréquence sur le neutre, vous allez même pouvoir savoir si vous avez des problèmes d'harmonique. C'est toutes des petites choses que juste avec un appareil de base, on est capable de sortir. Donc, on est capable de s'assurer, j'ai un équipement qui ne fonctionne pas ce matin. La première étape, est-ce que j'ai de la tension? C'est super important. Est-ce que j'ai du courant qui passe? Mon fusible est correct. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire très facilement avec notre multimètre ou notre pince. Les mesures de puissance simple, ben, on va le faire à partir d'une pince ampère-métrique. Fait qu'on va aller mesurer, puis on va enregistrer la tension. On va mesurer et enregistrer le courant. Puis par la suite, ben, on va multiplier les deux. C'est sûr que ce qu'on va obtenir à ce moment-là, c'est les VA et non les watts. Parce que ces appareils-là ne calculent pas le déphasage entre les phases. Fait que eux sous-entendent qu'on a un système parfait avec un facteur de puissance de 1. Mais c'est quand même déjà quelque chose de bien. C'est juste qu'il faut connaître la limite que c'est pas tes vrais kilowatts. Ça donne, c'est quoi que ton système est capable de, c'est quoi que ton système est en train de générer, mais tu sais pas exactement tes watts. Mais tu as quand même une bonne idée. Puis si tu connais ton facteur de puissance de ton usine, ben, tu pourrais toujours le faire un calcul approximatif de ce que c'est. Fait qu'on va avoir notre puissance apparente des charges électriques. Puis, comme je disais tantôt, ça ne tient pas compte des charges inductives et capacitives. Il y a des nouveaux appareils comme le 378
où là, c'est rendu intéressant. Cet appareil-là, ce qu'ils ont fait avec cet appareil-là, ils ont sorti deux choses. Un, il y a ce qu'on appelle la technologie Field Sense, qui mesure la tension sans contact électrique. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher, de se connecter avec des fils. Ils vont mesurer la tension. Et en plus de ça, ben, on est capable de mesurer notre courant, puis d'afficher les deux simultanément. C'est-à-dire qu'avec cet appareil-là, on a simplement besoin d'aller se grander, puis on peut aller mesurer notre ampérage, notre tension simultanément. Donc, quelqu'un qui veut faire un test sur un système triphasé, c'est très, très, très rapide. On peut passer d'une phase à l'autre. On a en plus de ça la fonction Fluke Connect qu'on pourrait envoyer l'information dans un registre. Mais disons, là, ça, c'est une super belle technologie qui vient d'être mise à votre disposition. Fait que quelqu'un qui me dit, nous autres, on n'a pas d'appareil encore, ben, ça serait un très bon appareil pour démarrer, pour être capable de mesurer rapidement tension courant. Puis là, ben, ce qui est le fun, c'est que c'est en même temps. Parce que quand on le fait avec un appareil où est-ce qu'il faut qu'on change, ben, des fois, juste le temps de changer de tension à courant, il peut y avoir une fluctuation. Cette fluctuation, malheureusement, peut être problématique. On peut manquer une information importante. On a aussi ce qu'on appelle les imageurs thermiques. Donc, on a des petits appareils à cette heure, des appareils de poche. Ça peut être super intéressant. On peut mesurer la température sans contact. C'est portatif. C'est un outil de vérification rapide. C'est simple à utiliser. Donc, on peut prendre des photos, tout le kit. C'est sûr et certain que ça n'a pas la résolution des caméras professionnelles. Donc, dans certains cas, on va être capable de détecter des points chauds, mais on ne sera pas capable nécessairement de mesurer adéquatement sa température. Parce que ce qui différencie les caméras thermiques une de l'autre, ben, c'est la combinaison du nombre de détecteurs et de la lentille. Et dépendant de ma combinaison, ben, ça va me permettre de voir des objets plus ou moins gros. Donc, dans certains cas, je peux avoir un appareil qui va être suffisant pour me dire que ça chauffe, mais qui ne sera pas adéquat pour mesurer la température de certaines petites composantes. Fait que c'est quand même un très bon appareil, ça me donne déjà un très bon point de départ, mais c'est juste ça la différence entre les appareils qu'on appelle de poche et les appareils plus professionnels. Donc, quelqu'un qui s'en va et qui me dit « Ah, moi, ce que je veux, c'est de faire des inspections thermographiques, je veux m'assurer de la mesure de température. » Bien là, à ce moment-là, on va regarder probablement pour des appareils un peu plus performants. Si jamais il y en a qui ont des questions là-dessus, gênez-vous pas, vous pouvez me contacter, puis on regardera ça à ce moment-là. Donc, les imageurs thermiques sont des outils polyvalents. On peut les déployer principalement dans le rôle de maintenance et de l'opérateur pour saisir des problèmes et réduire rapidement les temps d'arrêt. Puis, on peut élaborer une structure hiérarchique interne pour que la technologie d'aujourd'hui soit à votre avantage. Donc, comme je disais tantôt, si vous faites venir une firme annuellement, ben, entre-temps, avec un appareil comme celui-là, vous êtes au moins en mesure de vous auto-vérifier, de vous assurer qu'il n'y a pas de fluctuation, ou si vous avez un spécialiste sur place, mais les autres techniciens peuvent se servir de cet appareil-là pour quand même avoir des bonnes idées qu'il y a une problématique qui commence à se développer. On a aussi beaucoup d'appareils sans fil. Donc, tous les appareils qui fonctionnent avec Fluke Connect. Là, on a des appareils pour la tension, le courant, on en a pour plusieurs types de mesures. Fait que ça, encore là, ce qui peut être intéressant, c'est que là, je suis capable de faire des mesures à temps réel. Je peux être jusqu'à une distance de 20 mètres, puis capable de consulter l'information sur mon téléphone ou ma tablette. Puis, si je prends des lectures, ben, le fait que toute l'information est transférée, peut être enregistrée, ben là, à ce moment-là, j'ai plus d'erreur de transcription. Donc, j'ai pas fait une erreur dans mes données, je l'ai sauvegardé. Les ordinateurs portables, les feuilles de calcul multiples, ça, je peux tout éliminer là, des erreurs pour tout faire à un endroit. Je peux pouvoir faire aussi des rapports en utilisant les données de mesure sur votre appareil intelligent ou dans votre bureau. On a les deux possibilités, mais dans certains cas, je peux le faire directement sur le chantier. Mais là, jusqu'à là, ce qu'on a parlé, c'est bien intéressant, mais j'ai des limitations. Puis dans certains cas, un testeur n'est pas suffisant. Mon multimètre, ma pince ampère-métrique vont me donner des bonnes valeurs, des bonnes informations, mais je suis limité. À un certain moment donné, il faut que j'aille plus loin. Donc, au-delà des tests de base, ça devient de plus en plus difficile de réaliser efficacement des mesures de puissance avec des outils entrée unique.
Les calculs en plusieurs phases prennent du temps. Donc, ça devient facile de faire des erreurs ou des hypothèses. Comme je disais tantôt, on a commencé, on a fait la phase A, mesurer le courant, mesurer la tension, phase B, courant, tension, et ainsi de suite. Mais il y a pu avoir un changement, soit simplement au niveau de la charge. J'ai peut-être eu un changement de vitesse de mon équipement ou quoi que ce soit. Puis là, je peux arriver à la fin et dire, oh, j'ai un débalancement de mes phases, mais en réalité, c'est simplement dû au fait que je n'ai pas pris l'information au même moment. Donc, je pourrais partir sur une fausse hypothèse. Donc, le testeur de base ne tient pas compte des angles de phase. Puis, d'autres valeurs, comme on disait tantôt, les watts, les VAR, le facteur de puissance, parce qu'on n'a pas les angles, donc on n'est pas capable de faire ces calculs-là. Fait que ça nous donne une idée, mais c'est pas parfait. Est-ce que j'ai justement un gros problème où il faut que je mette des bancs condensateurs parce que mon facteur de puissance est trop mauvais? Ben, si j'ai juste mon appareil de base, je ne le sais pas. Fait qu'avec un appareil plus performant, là, je vais être en mesure de le faire. Les mesures sont mesurées à différents moments. Maintenant, avec un appareil comme ça, on va être capable de tout faire en même temps. Puis, il y a d'autres listes de préoccupations en matière de puissance qui est manquée. Je ne peux pas voir les harmoniques. Je ne peux pas savoir si la valeur est sous forme de tendance, donc je ne suis pas capable de l'enregistrer dans le temps. Puis, je ne vois pas non plus les fluctuations de courant et de tension rapide, communément appelées les transitoires. Donc, c'est toutes des petites choses qu'avec un appareil de base, je ne suis pas capable de faire. Donc, quand un testeur n'est pas suffisamment, quand vous avez besoin de voir une forme d'onde, la qualité du signal, de comparer les relations de phase, les données sur les tendances au fil du temps. Donc, je dois avoir le minimum, le maximum, la moyenne avec un testeur, une pince ampérométrique, ça peut aider. Mais de voir la tendance, de voir quand ça arrive, sur quelle période, est-ce que c'est un phénomène qui est récurrent, est-ce que ça arrive juste une fois. Donc, là, à ce moment-là, c'est des choses avec un appareil de base que je ne peux pas voir. Tu sais, j'ai pris mon multimètre, puis je l'ai mis sur la fonction min-max. Je vais savoir le minimum, le maximum. Mais quand c'est arrivé, je ne sais pas. La capture à grande vitesse, bien, il y a des multimètres comme le Fluke 87 qui sont capables de capturer des valeurs crêtes à 250 microsecondes, qui est super rapide. Sauf que quand est-ce que c'est arrivé? Je ne sais pas. Je sais juste que j'ai eu cette valeur-là. Ça ne dit pas l'information de quand c'est arrivé. Est-ce que c'est arrivé une seule fois? Est-ce que c'est arrivé plusieurs fois? Donc, c'est là où est-ce que ces appareils-là vont avoir des limitations. Et puis, comme on disait tantôt, ben, si j'ai juste une entrée ou des entrées multiples, je vais avoir une grosse différence dans mes résultats. On peut aller un step plus loin. Beaucoup d'entre vous ont déjà des oscilloscopes. Ben, déjà, avec un oscilloscope, on va chercher de l'information supplémentaire. En passant, si vous avez les bons vieux oscilloscopes qu'on avait dans les cégeps et l'université, mais qui sont faits pour des laboratoires non haute tension, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller lire des hautes tensions avec ton oscilloscope s'il n'y a pas des entrées isolées. Donc, assurez-vous d'avoir un bon appareil. Il y a des appareils où ils ont tous le même commun, donc ça, c'est un no-no pour un système triphasé. Tu veux voir ma phase A versus la B et la C, puis que je ne suis pas sur un système avec un neutre. Donc, à ce moment-là, je vais avoir des différences de tension qui vont être importantes, donc ça me prend des entrées isolées. Fait que, on a différents appareils. On peut partir un exemple avec le Fluke 125B. C'est un oscilloscope industriel avec 2 entrées. Donc, déjà là, je m'en viens quand même pas pire. Si j'ai un système monophasique, c'est super. Je vais aller lire tension, courant. Je vais être capable de voir avec les formes d'onde si j'ai des déphasages, et ainsi de suite. Donc, là, je suis déjà rendu là, à un niveau beaucoup plus élevé. La série 190, mais là, eux vont plus rapide. Puis là, on ajoute la possibilité d'avoir 2 autres canaux supplémentaires, dépendant de la version que vous avez choisie. Donc là, on peut avoir maintenant jusqu'à 4 canaux. Encore là, l'imitation, ça va être les systèmes triphasés. Parce que dans le système triphasé, je n'ai pas besoin de 2 ou de 4 canaux. Si je fais un système triphasé, j'ai besoin d'au minimum 6 canaux, 3 courants, 3 tensions. Donc, c'est là où est-ce que ça vient limiter. Mais par contre, il y a des appareils qui vont même avoir des fonctions qui vont être efficaces pour voir ce qu'on appelle des signaux des moteurs, des drives à fréquence variable, des EFD. À ce moment-là, je vais être capable de vérifier ça, je suis capable de voir mon bus CC en même temps, je vais pouvoir voir les signaux de commande.
Puis à ce moment-là, je commence à avoir quand même de quoi d'intéressant. Dans les oscilloscopes qui ont été comme modifiés, là, on a ce qu'on appelle le MDA 550. Ça, c'est le Motor and Drive Analyzer. Ça, c'est un appareil, c'est parti d'un oscilloscope, mais qui a été pensé pour réellement l'analyse des drives à fréquence variable. Donc, tout ce qui est l'analyse moteur. Fait que là, à ce moment-là, on vient d'aller chercher un appareil plus spécialisé. Il y a d'autres appareils comme la série 1777X, donc 1773, 75, 77, qui sont des nouveaux analyseurs de qualité électrique qui ont aussi certaines fonctionnalités à l'intérieur de leur appareil qui vont nous aider. Mais dans certains cas, peut-être que je vais avoir besoin de différentes technologies pour arriver à mes résultats. Comme on disait tantôt, jusqu'à date, dans les oscilloscopes, mais là, je suis rendu un peu plus loin, je suis capable de faire des mesures un peu plus correctes, je vais être capable de connaître mon facteur de puissance en le faisant phase par phase, mais c'est quand même déjà bien. Sauf que je suis quand même limité par le nombre d'entrées. Fait que lorsque je veux faire de la mesure triphasée, bien là, à ce moment-là, j'ai besoin d'un système triphasé avec des connexions triphasées complètes. Donc là, c'est là que je vais avoir un appareil qui va avoir mes différentes entrées de courant, mes différentes entrées de tension, et que je vais pouvoir mesurer simultanément l'information, puis aussi de voir la rétroaction instantanée. Donc, je vais être capable de voir quand il se passe quelque chose sur la phase A, est-ce que ça a une influence sur ma phase B, ma phase C, et ainsi de suite. Donc, je suis capable de tout voir. Donc, je vais être capable de mesurer tout ce qui est mes volts, mes ampères, mes fréquences, mes VA, mes watts, mes bars, mes facteurs de puissance. Donc, on est quand même de quoi de très bien. La plupart de ces appareils-là ont des mémoires intégrées, donc ça va nous permettre en plus d'enregistrer les puissances. Alors, on est capable d'enregistrer jusqu'à plus de 400 valeurs mesurées et calculées, que ce soit les harmoniques, les si, les sons, on fait réellement de tout. Il y a certains de ces appareils-là qui sont rendus avec des écrans tactiles, graphiques, donc encore là, c'est super intéressant. Les logiciels avec Fluke, ce qui est intéressant, c'est que les logiciels sont inclus. Donc, comparativement à d'autres manufacturiers, Fluke inclut leur logiciel. On va être capable d'obtenir l'information détaillée sur le système d'alimentation plus rapidement et plus efficacement qu'avec les outils de base. Donc, si on regarde en ce moment sur notre image, c'est le nouveau Fluke 1777 qu'on va parler tantôt. Puis là, ben, il est en train de faire l'analyse des harmoniques présentement. Donc, conseil professionnel de Fluke, utilisez vos outils triphasés plus fréquemment. Vous serez plus à l'aise avec la fonctionnalité et la navigation. Vous aurez l'avantage supplémentaire de l'outil et vous serez plus à l'aise avec la façon de l'utiliser lorsque vous en avez vraiment besoin. Ça, c'est vrai. Moi, combien de fois j'ai vu des appareils, des super bons appareils qui ont été achetés dans des usines. Puis malheureusement, les utilisateurs ne l'utilisaient pas assez fréquemment. Parce que ce qui se produisait, c'est que lorsqu'on arrivait pour s'en servir, ben là, plus personne ne savait comment s'en servir. À ce moment-là, au lieu de prendre un appareil et perdre son temps à chercher, ben, on prenait nos appareils de base au lieu de prendre des appareils plus performants. C'est pour ça que ça serait bon peut-être des fois de faire travailler les appareils, de faire des analyses quelconques aux techniciens. Puis à ce moment-là, ils vont s'habituer avec l'appareil. Puis une fois qu'ils en ont confiance, ils vont s'en servir régulièrement. Ça va devenir le premier appareil qu'ils vont aller chercher. Comme on expliquait un peu plus tôt, lorsqu'on parle de mesure de puissance, d'analyse de puissance, de qualité électrique, il y a différentes familles d'équipements. On va avoir ce qu'on appelle les enregistreurs, qui sont complètement à gauche. Donc, les enregistreurs sont faits avec une capture de mémoire profonde lorsqu'on veut enregistrer des données d'énergie pour une analyse future et que vous ne pouvez pas vous permettre de rester et de recueillir des données. Fait qu'avec un enregistreur, bien là, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai la possibilité de pouvoir le mettre en fonction, qui va enregistrer les données, mais ce n'est pas des appareils rapides. Ils sont faits toujours pour voir la consommation électrique. Donc, on va capturer normalement avec des échantillons supérieurs à une demi-seconde. Fait que l'idée avec ces appareils-là, c'est pas de trouver les problèmes, mais de réellement analyser la consommation. En général, on va s'en servir lorsqu'on veut faire les études à long terme, donc les études de 30 jours sur les charges. On va s'en servir pour faire l'analyse de la facturation. Donc, quelqu'un qui se plaindrait là, que sa facturation n'est pas adéquate, avec un appareil comme ça, il va pouvoir comparer
On peut s'en servir pour les systèmes de déclenchement intempestif. On peut faire une analyse de puissance en raison des changements de charge dynamique, mais c'est encore là ce qu'on appelle toujours basse vitesse. Mais on est quand même capable de savoir. Chaque fois que mon moteur X est parti, chaque fois que le système de chauffage est parti, je vais être capable de comprendre ce qui est arrivé avec ma consommation. Lorsqu'on va avec les analyseurs, donc la section verte au centre, là, on est rendu plus avec un appareil de dépannage. Là, on va être capable d'isoler et de confirmer les zones de problème dans les systèmes d'alimentation avec des données en temps réel. On va pouvoir comparer facilement les détails relationnels entre les différents facteurs électriques en même temps. Des exemples, on a des problèmes d'harmonique. L'analyseur, c'est sa job, c'est faire l'analyse d'harmonique, entre autres. On a des problèmes générés par le champ qui affectent les autres appareils connectés. Donc, on a des systèmes qui, à chaque fois qu'ils démarrent, ils nous créent des problématiques. Avec un appareil, avec un analyseur, je vais être en mesure de tracer quels sont les équipements problématiques et de pouvoir essayer de trouver une solution. Puis, on va avoir la résolution de problèmes sur le moment pour remettre le système en marche. Fait que là, on est rendu réellement là, avec, on pourrait dire, un oscilloscope avec des fonctions d'analyse de puissance super intégrées dedans et multicanaux pour me permettre de faire mon analyse complète. On a ensuite de ça ce qu'on appelle les enregistreurs d'événements. Où là, à ce moment-là, c'est un peu l'enregistreur de base qu'on avait tantôt, avec des fonctions d'analyseur, mais en plus avec la capacité de capturer les événements à vitesse plus élevée pour isoler les événements électriques aléatoires, les transitoires. Là, on va parler d'un appareil hyper rapide qui va être capable d'aller chercher des événements qui vont être aussi vite que 50 nanosecondes. Donc, on a des appareils qui peuvent aller si vite que ça. On va avoir des données utilisées pour quantifier, corréler, corriger les situations de puissance potentiellement destructrices. Donc, on va pouvoir avoir les événements multicycles, sous-cycles, entre 0,5 secondes et aussi court que 50 nanosecondes. On va capturer des données sous forme d'ondes sur toutes les phases de connexion simultanément. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que lorsque je vais avoir un événement qui va arriver, je vais être en mesure de le capturer. Comme ça, on regarde notre image dans le bas, on a capturé un transitoire sur la phase A. Puis là, à ce moment-là, on est capable de voir, pas la phase A, mais la phase C. Puis on est capable de voir simultanément qu'est-ce qu'il y avait sur notre phase A, notre phase B. On peut aller voir autant la tension, le courant, on peut aller voir les fréquences. Donc, on est en mesure de faire une analyse pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que si on regarde la gamme de produits que Fluke a à nous offrir, bien, si on part de la gauche, on a nos enregistreurs d'énergie. Donc, ça, l'idée de ces appareils-là, donc toute la série 1730, c'est axé sur l'enregistrement de la consommation, l'enregistrement de la qualité de l'alimentation d'entrée de gamme, puis ça va être disponible sur plusieurs modèles. Donc, on a 32, 34, 36 et 38. C'est sûr et certain que quand on arrive dans les produits plus poussés, là, 36 et 38, on commence à faire un peu plus d'analyse de qualité électrique. Fait que ça commence à devenir quelque chose d'intéressant. On a ensuite de ça la série 1740, où là, c'est sensiblement le même type d'équipement, mais là, dans un boîtier IP65. Donc, on peut installer à l'extérieur aux intempéries. Ça va être un appareil qui va avoir des fonctions similaires, mais comme je disais tantôt, qui est fait pour les installations plus robustes. On tombe ensuite dans ce qu'on appelle nos énergimètres, donc là, les analyseurs et enregistreurs de qualité de puissance, la série 1770. Là, on va être capable de faire la capture des harmoniques, on va être capable de faire les transitoires. Ça va plus être avec le 75 et le 77. Le 73, les transitoires, il est très limité, mais le 75 et le 77 sont très bien pour la capture de transitoires. Le 77, lui, c'est le transitoire à plus haute vitesse. Donc là, on est rendu avec des appareils qui, je peux autant faire la job de mon enregistreur d'énergie et je vais être aussi capable d'aller faire une analyse un peu plus poussée et à plus haute vitesse. On a par la suite la série 6000, où là, on parle de nos analyseurs de puissance.
Là, on va avoir ça va surtout servir pour voir l'efficacité des onduleurs, de performance des moteurs. Donc, on a même la possibilité d'avoir l'entrée du moteur pour la vitesse et le couple. Donc, il y a certains de ces modèles-là où je peux avec une entrée supplémentaire, je vais être capable d'aller lire la vitesse du moteur, le couple, puis faire des calculs relatifs à ça. Donc, c'est réellement un appareil un peu plus élevé. Puis aussi, c'est des analyseurs qui sont plus précis. Donc, si on a besoin de quelque chose de plus précis, ça, c'est la ligne à regarder. Et on a finalement le 1760. Ça, c'est l'enregistreur de qualité. Là. Ça serait notre appareil expert. Le niveau expert, lui, il enregistre tout, il voit tout. On n'a pas besoin réellement de faire de configuration spécifique. Ce qu'on fait, c'est simplement une fois qu'on est connecté avec, on va choisir qu'est-ce qu'on veut voir, puis il va faire un tri de ces données pour nous sortir l'information. Donc là, on va pouvoir faire des rapports là, avancés et personnalisés de ce qu'on veut voir. Donc, c'est réellement là, le NEC plus ultra au niveau des appareils. Mais pour la plupart d'entre nous, les 3 premières sections vont être amplement suffisants pour ce qu'on pourrait dire notre ouvrage quotidien. Donc, dépendant, est-ce qu'on veut juste faire des analyses énergétiques ou je veux faire aussi de l'analyse de la qualité. Donc, les enregistreurs d'énergie de puissance. Donc, qualité clé d'un bon enregistreur d'énergie de puissance, c'est la facilité de la connexion et de la collecte de données. Le logiciel est puissant, mais facile à gérer. Donc, l'affichage, la comparaison et les rapports sont très importants. Facile à programmer, divers réglages de vitesse disponibles. Nombreux paramètres de puissance mesurés et calculés à sélectionner. Une mémoire profonde, avoir un accès facile et téléchargement rapide. Affichage en direct tout en enregistrant des données en arrière-plan, c'est intéressant. Donc, on a des appareils avec affichage où je peux regarder ce qui se passe, mais quand même, il va continuer à enregistrer pendant ce temps-là en arrière. Puis, l'option de la visualisation à distance et de la bonne application est essentielle. Donc, on a de plus en plus d'appareils qu'on peut communiquer à distance avec pour aller chercher les informations et les visualiser. Donc, ça, c'est une autre chose qui peut être intéressante. Où est-ce qu'on va mesurer la consommation d'énergie? Bien, la consommation d'énergie, on devrait la mesurer un peu partout. Première étape au début, puis ça c'est une bonne façon justement d'apprendre l'appareil, ça serait peut-être de faire ce qu'on appelle un enregistrement d'énergie à chaque point pendant environ une semaine. Puis là, à ce moment-là, on va connaître les limites de nos équipements. Fait qu'on va faire notre entrée principale, on va regarder nos différentes charges, on va se rendre aux différents courts-circuits, on va réellement aller descendre notre arbre de connexion pour avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on a un peu partout, puis comment ça se comporte. Fait que ça serait une bonne façon d'apprendre l'appareil. Puis là, à ce moment-là, lorsqu'on a un appel d'urgence, bien là, on connaît déjà très bien l'appareil parce qu'on s'en est servi plusieurs fois. Les pertes d'énergie, ça, il y a plusieurs exemples. Il y a un exemple, entre autres, ici, c'est une sous-station dans un parc industriel. Il y avait des économies d'énergie qui ont été cherchées de 14 000 grâce au réajustement de la qualité d'énergie. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des mesures sur les transformateurs des sous-stations, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des pertes d'énergie de 353 kW par jour. Ça, c'était dû à la puissance réactive. La solution, c'est qu'ils ont installé des relais de contrôle du temps pour déconnecter la batterie de condensateur la nuit. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des batteries de condensateurs qui n'avaient pas besoin durant la nuit. Ils les ont débarqués, à ce moment-là, ils ont réduit leur puissance réactive, puis ils ont été chercher des grosses économies. Dans les usines industrielles, comme dans ce cas-ci, c'est une usine automobile, les autres ont été chercher des économies d'énergie de plus de 50 000 Eux, dans leur cas, ben, ils ont fait des analyses dans 6 domaines clés, puis ils ont compris que l'usine des moteurs et l'usine de montage de voitures, il y avait des importants gaspillages d'énergie en raison de la qualité de l'énergie. Ça, souvent, c'est des systèmes où est-ce qu'on a beaucoup de création d'harmonique et ainsi de suite. Fait que dans leur cas, ben, ils se sont rendus compte qu'en installant des condensateurs et des régulateurs, ils ont réussi à mettre les niveaux des transformateurs. Ils ont réussi à faire des grosses économies.
Fait que oui, les économies, il y en a encore beaucoup qu'on peut aller chercher avec les bons appareils. L'analyse dépannage. Les qualités clés d'un bon analyseur de qualité de puissance, bon, ça veut dire les exigences de mesure varient d'un problème à l'autre. Les analyseurs ont besoin d'une suite complète de mesures pour couvrir tous les problèmes actuels et futurs de votre usine, votre système d'alimentation. Il doit être sécuritaire, facile à utiliser et rapide pour obtenir des résultats utiles. Beaucoup d'appareils dans le passé, c'était des appareils qu'on appelait simple utilisation. Donc, si je voulais faire un test de transitoire, je me mettais en mode transitoire. Je vais faire une mesure de puissance, je me mettais en mode mesure de puissance. Mais j'avais quand même des limitations. Là, ce qui est intéressant dans les nouveaux appareils, c'est qu'on est capable de faire beaucoup d'enregistrements simultanément et de surveiller de façon simultanée plusieurs phénomènes. Donc, je n'ai pas besoin d'être dans un mode ou un autre, je vais être capable de le voir. On peut changer de topologie facilement et en toute sécurité. Donc, on peut se mettre en delta, en étoile rapidement. On peut se mettre en simple phase, triphasé, etc. De nombreux problèmes sont de nature intermittente. Donc, les outils devraient passer rapidement des mesures instantanées à la journalisation. Donc, envisager une journalisation continue. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que si j'ai des intermittences, donc, ce serait bon d'être capable de pouvoir enregistrer ça dans une liste à part, savoir quand c'est arrivé. Fait qu'il y a des appareils aujourd'hui où est-ce qu'on est capable de faire notre enregistrement normal, mais en parallèle de ça, on va enregistrer lorsque les événements sont arrivés. Donc là, j'ai une liste, puis je peux aller chercher dans ma liste qu'est-ce qui est arrivé. C'est sûr, portatif, si on veut faire du dépannage, ça nous prend quelque chose de portatif. Et avec une grosse mémoire, donc une mémoire profonde. L'enregistrement capture à haute vitesse est une option intéressante à envisager pour étendre les capacités futures. Donc, il y a certains appareils qui vont être capables de faire toutes les fonctionnalités qui sont là, mais en plus, on va être capable de faire des enregistrements à haute vitesse. Les meilleures pratiques de dépannage de la qualité de puissance. Les tests traditionnels suggèrent de commencer par la source d'énergie et de travailler votre chemin vers le problème à la recherche d'un changement de comportement du système qui n'est pas normal. De nombreuses procédures d'utilisation, visualisation sont rédigées avec des valeurs connues à des points d'essai précis pour aider les techniciens à évaluer le rendement du système et à orienter les prochaines étapes. Oui, c'est bon. Mais d'un autre côté, ce qui peut être intéressant, c'est faire l'inverse, de commencer par la charge victime, de tester la charge pour détecter tout problème opérationnel potentiel, confirmer les conditions dans lesquelles la charge est censée fonctionner, sont présentes et valides, puis tenir compte de l'effet en amont de ces conditions. Mais dans certains cas, on a peut-être un équipement qui, à chaque fois qu'il démarre, il écrase notre système. Bien là, à ce moment-là, d'être en mesure de l'enregistrer, c'est intéressant. Mais là, de voir qu'est-ce qui se passe en amont de ça, qu'est-ce qui arrive à chaque fois que cet appareil-là a ce phénomène-là, à chaque fois qu'il démarre, c'est quoi les autres problèmes qui amènent au reste du système. Les autres étapes clés à considérer. Bien là, on va avoir les meilleures pratiques, comme on disait tantôt. On va essayer de créer une carte pour obtenir ou créer un dessin d'une ligne pour visualiser l'interconnectivité. On va vérifier les dates de révision. On va confirmer sa validité, car les changements apportés au système ne sont souvent pas documentés. Malheureusement, dans les usines, on a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Et comme toute chose, ben, il y a des choses qu'on voulait faire qui étaient de mettre à jour les plans et devis, puis on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le temps, on a eu une urgence, puis le dossier a resté sur le côté, puis ça fait des années et des années que le plan n'a pas été fait, pas été mis à jour. Donc, c'est peut-être une bonne idée lorsqu'on fait nos tests, de se faire nos petits schémas, puis de valider après ça que c'est bien correct sur les dessins pour être sûr de connaître notre système comme il faut. On va faire le tour, puis on va faire l'inspection visuelle. Donc, on va essayer de regarder, est-ce que j'ai des endroits où est-ce que ça chauffe, est-ce que j'ai des fils ou des connexions décolorées, est-ce que j'ai des rallonges électriques, est-ce que j'ai du câblage de signal qui est exposé au bruit électrique. Un câble de communication qui passe collé sur des câbles haute tension, c'est peut-être pas l'idéal. Liaison neutre supplémentaire. Donc, peut-être dans certains cas, mon neutre n'est pas suffisant. Il y a peut-être des problèmes d'harmonique qui reviennent par le neutre, puis c'est pas suffisant. Puis, ça peut être aussi bête aussi que j'ai peut-être une mauvaise mise à la terre.
Moi, ça m'est arrivé dans le passé, un client qui voulait acheter un analyseur, puis finalement, en faisant juste le tour visuel, on s'est rendu compte que le problème, c'était simplement que sa mise à la terre n'était pas bien faite. Ils ont refait la connexion de la mise à la terre, puis whoop, tous les problèmes de qualité sont disparus du jour au lendemain. Donc, des fois, ça peut être aussi simple que ça. Parler aux gens, interroger le personnel, des fois de parler aux opérateurs, de comprendre les conditions et les fréquences. Est-ce que ça arrive toujours au même moment, le problème? Est-ce que ça arrive quand tu fais telle et telle procédure? Donc, en jasant avec ces gens-là, on va essayer de comprendre quand est-ce que ça arrive. Puis, on va trouver des tendances entre les différentes fonctions d'équipement. Puis après ça, on va examiner les registres de l'équipement s'il y en a. Moi, je me souviens, on avait eu un moment donné un système qu'un de mes techniciens essayait de débugger, puis qu'il ne comprenait pas, puis finalement, ça arrivait tout le temps, tous les étés, à telle période de l'année, le système flanchait. Ben, une année, il était là durant cette période-là de l'été où est-ce que l'appareil flanchait plus régulièrement, puis ça faisait quelques jours qu'il faisait des tests, puis il comprenait pas, jusqu'au moment où il a arrêté de prendre une pause, il circulait en arrière de la salle, il prenait un café, puis tout d'un coup, il a vu un rayon de soleil qui passait à travers une fenêtre, un tout petit trou, puis qui se rendait directement sur une composante, puis qui a chauffé. Mais c'était ça le problème. Donc, des fois, en jasant avec les gens, en comprenant qu'est-ce qui se passe, on va peut-être aller un petit peu plus loin que juste se servir des données que l'analysateur nous donne. Donc, d'interroger le personnel, ça peut être une très bonne étape. Puis, ce qui est important, c'est de recueillir les données. On veut avoir une image complète de ce qui se passe avec la consommation d'énergie et de qualité électrique, de la source à l'achat. Donc, on veut réellement connaître tout ce qu'on a. Donc, qu'est-ce qui se passe au départ de l'usine, qu'est-ce qui se passe au niveau des fours, des pompes, au niveau de la robotique, au niveau des moteurs. Donc, on veut être capable d'enregistrer un peu partout pour essayer de faire une analyse complète, pour essayer de comprendre où est-ce qu'ils sont les problématiques. Donc, enregistrer des données complètes de l'alimentation principale à l'aide d'un moniteur Fluke, collecte périodique de la qualité de puissance de chaque charge critique, puis utiliser l'alimentation principale comme référence pour aider à isoler les charges problématiques ou à maintenir des économies d'énergie. Qu'est-ce que la qualité de puissance et pourquoi c'est important? Bien, la qualité de puissance définie par la norme internationale, c'est la qualité de l'alimentation électrique a été définie par mesure de quantité spécifique dans des conditions sinusoïdales, non sinusoïdales, équilibrées et déséquilibrées. Dans le système électrique, il y a des caractéristiques qui peuvent être mesurées pour déterminer si les besoins en énergie sont satisfaits, instantanés et au fil du temps pendant le travail. À certains égards, la qualité de puissance est subjective. Si vous avez de la puissance pour faire fonctionner les charges et les besoins sont satisfaisants, alors la puissance est-elle si mauvaise? Non. La qualité de l'électricité peut être évaluée au moyen d'un groupe d'indicateurs de rendement et des limites définies par les normes qui permettent de l'équipement électrique de fonctionner comme prévu, sans perte d'importance de rendement d'importance. En termes informels, vous obtenez la puissance dont vous avez besoin pour faire le travail, mais lorsque ce n'est pas le cas, ça peut être coûteux. Mais c'est sûr que les coûts d'une mauvaise qualité de puissance, ça peut être énorme. Je peux avoir des problèmes d'efficacité réduite de la production, de transport, distribution. La fiabilité des systèmes diminue et les coûts d'exploitation augmentent. La facture d'énergie peut être plus élevée. L'augmentation de la dégradation et de la défaillance des biens d'équipement. Le coût de la refonte et le coût des techniques d'atténuation. Perte de productivité et d'amélioration aux produits. Puis, par extension, production de CO2 plus élevée lorsqu'on a le charbon, le gaz et le pétrole qui sont utilisés. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites en 2007, entre autres, qui ont fait une enquête puis ont déterminé qu'un total de 150 milliards d'euros de coûts annuels dans l'économie européenne dû à des mauvaises qualités de la puissance. Aux États-Unis, ils se sont rendus compte que ça pouvait atteindre jusqu'à 188 milliards de dollars. Ça a été fait par EPRI, qui est un centre de recherche là, aux États-Unis. Donc, on parle quand même là, de retombées majeures d'avoir des mauvaises qualités de puissance. Parce que c'est sûr que lorsque tu as un système qui crée des problématiques au niveau de ton réseau, ça va affecter le reste de ton réseau. C'est quoi les
Les avantages pour le service public, ben, l'utilisation améliorée des actifs. C'est sûr que les compagnies comme Hydro-Québec, eux, ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir te fournir la quantité d'énergie que tu as besoin, mais pas d'en fournir trop pour rien. Donc, c'est sûr et certain que si tu augmentes ton facteur de puissance, donc tu réduis la quantité qu'Hydro a besoin de te fournir pour travailler. L'expansion de la capacité du réseau. Donc, c'est sûr qu'ils sont disponibles pour avoir d'autres projets. Stabilité de la tension pour les clients. Bien, si toutes les usines ont toutes une bonne qualité électrique, bien, ça n'affectera pas les autres usines. Une plus grande satisfaction des clients, puis des employés qui sont de plus en plus sécuritaires. Pour l'industrie, ben, l'amélioration de l'efficacité énergétique et opérationnelle, fiabilité et amélioration de l'équipement, temps de disponibilité constante, production prévisible de l'usine, milieu de travail sécuritaire efficace, et aussi, ben, ça fait que les usines sont plus rentables. Comment vous savez que la qualité d'énergie est un problème? Ben, si vous avez des difficultés d'identifier des problèmes comme les problèmes de qualité d'énergie, si vous voyez ce qui suit, incluez les tests de qualité d'alimentation dans vos enquêtes. Vous avez des nouveaux équipements, ben, ça va être des nouveaux problèmes. Si vous avez des problèmes répétitifs qui ne disparaissent pas, ça serait peut-être bon de faire des analyses. Si vous avez des réclamations de garantie répétitives sur des nouveaux équipements, peut-être qu'il y a un problème. Pourquoi que ce nouvel équipement-là, il ne t'offre pas la route? Des défaillances d'équipements similaires. Tous les moteurs que tu as, tous les démarreurs que tu as de la compagnie XYZ, ils ont toujours des problèmes. Peut-être que ce que tu lui fournis en qualité électrique n'est pas bon. Tu as des pannes en cascade. Tu remplaces une pièce, puis éventuellement, ça va être une autre pièce qui va lâcher. Les fournisseurs vous suggèrent d'ajouter de l'équipement d'atténuation d'harmonique parce qu'ils se rendent compte que ce soit trop de garbage. La direction est préoccupée par la facture d'électricité opérationnelle et les pénalités de coupure, puis les problèmes thermiques plus fréquents. C'est sûr que lorsque je crée des phénomènes comme des harmoniques, je vais avoir des élévations de température, donc je vais peut-être avoir des problèmes thermiques un peu plus fréquents. Puis mes équipements, ben, vont être sous-performants. Le rôle de votre service public, ben, lui, c'est de vous fournir la tension robuste au niveau dont vous avez besoin et de fournir le courant dont toutes vos charges ont besoin pour fonctionner. Ça s'arrête là, ce qu'ils vont fournir. Le reste, c'est à vous de vous assurer que vous l'utilisez adéquatement. L'onde sinusoïdale parfaite en Amérique du Nord, ben, c'est notre 65. Donc, on a notre beau sinus, puis lorsque je vais avoir en triphasé, ben, je vais avoir encore là du 65, mais déphasé à 120 degrés. L'interaction entre les systèmes d'alimentation dans le rôle des puissances, ben, l'alimentation est une source partagée de vos diverses charges dans un système électrique. Le niveau de tension et la forme appropriée sont son point de départ. Donc, les courants de charge, l'amplitude, la phase et la forme d'onde éliminent une certaine quantité de puissance et affectent l'alimentation de tension. Cela affecte la tension et la charge électrique voisine qui prend ce qu'il faut pour fonctionner. Puis, ça entraîne des perturbations de tension supplémentaires pour d'autres équipements et ainsi de suite. Comment cette interaction affecte-t-elle la qualité de l'alimentation? Bien, quand on regarde, il y a différents phénomènes. On va avoir ce qu'on appelle les baisses de tension. Les baisses de tension, ben, c'est quoi le problème? Ben, c'est que ça peut causer une perte de puissance en aval et un pic de courant en amont. Donc, toutes les fois que j'ai une perte de tension, ben là, je peux me retrouver avec des déclenchements intempestifs parce que là, tout d'un coup, j'ai un pic de courant à un autre endroit. Je vais avoir ensuite de ça mes crêtes et mes surtensions. Bien, là, à ce moment-là, je peux avoir des déclenchements des circuits de protection. Ça peut endommager l'éclairage, les ordinateurs et d'autres systèmes. Je peux avoir aussi des coupures. Bien, là, j'ai des remises à zéro de l'équipement. Bien, ça, c'est pas trop pratique là, si ça dure trop longtemps, puis tout repart. Bien, là, je vais avoir des dommages mécaniques parce que peut-être mon équipement n'a pas été dans bonne séquence, et ainsi de suite. Là, j'ai peut-être des produits qui ont été perdus. Peut-être un produit dans un four qui était supposé sortir, mais qui, là, finalement, il est resté plus longtemps que prévu. Donc, on vient de le jeter. Je peux avoir aussi des problèmes au niveau des harmoniques, donc le pourcentage de THD qui est élevé, ou les tensions qu'on appelle les têtes plates. Donc, lorsque j'ai beaucoup d'harmoniques en tension là, sur les systèmes monophasés, ce que ça va avoir tendance à faire, c'est d'aller se charger au niveau des crêtes de tension, puis je vais avoir ce qu'on appelle des têtes plates. Donc, ça devient pratiquement des formes d'ondes carrées.
Là, je vais avoir des surchauffes sur les charges, puis je vais avoir des excès de courant. Les transitoires, ben là, les événements à haute fréquence vont causer des dommages continus aux limiteurs de tension électronique, puis ça apparaît comme une défectuosité électronique. Si on regarde, il y a la table BEMA qui nous donne l'information. Nous, ce qu'on veut, c'est être au centre où est-ce que tous les petits bonhommes sont avec un gros sourire. On ne veut pas être à l'extérieur. Mais dépendant de la problématique. Donc, si je m'en vais dans les transitoires, ça n'a pas besoin de durer longtemps, mais c'est quand même des valeurs élevées qui peuvent venir m'affecter. Puis à l'inverse, lorsque je parle des surtensions, donc là, à ce moment-là, si ça dure un petit peu trop longtemps, c'est une problématique. Les basses tensions, donc là, c'est la même chose. Lorsque j'ai des baisses de tension, bien, si ça dure trop longtemps, c'est problématique. Si j'ai une coupure qui dure un peu plus longtemps, bien, à ce moment-là, c'est une autre problématique. Idéalement, ce qu'on a toujours parlé, c'est qu'on veut être à l'intérieur du plus ou moins 10 de notre électricité. Donc, si je suis sur du 110 volts, je veux me retrouver avec mon plus ou moins 10 pour pas dépasser de trop haut et trop bas. Mais dans certains cas, oui, je vais peut-être sortir. Si on le regarde un peu plus dans un tableau pour comparer, bien, lorsqu'on parle des phénomènes transitoires, bien là, ça peut être aussi long que 1 milliseconde, mais aussi court que 50 nanosecondes. Ça c'est lorsque j'ai des impulsions. Donc, ça va plutôt être comme quand la foudre va frapper, quelque chose comme ça. Oscillatoire, ça c'est plus lorsque j'ai des demandes exagérées de des gros équipements comme un démarrage d'un gros moteur et ainsi de suite. Dans ce moment-là, je vais plutôt travailler entre 0.3 et 50 millisecondes pour les basses fréquences, puis 20 microsecondes pour les moyennes, puis jusqu'à 5 micros pour les hautes fréquences. Donc, quand on parle d'analyseur de puissance capable de mesurer jusqu'à 1 microseconde, bien, ça vous donne une idée. C'est pas être capable de capter ces choses-là. Lorsque j'ai des variations moyennes de courte durée, donc les creux et les crêtes, en général, on va parler de l'ordre du demi-cycle, donc 8 millisecondes. L'interruption, ben là encore là, demi-cycle à 3 secondes, mais lorsque ça dépasse 30 cycles, là, c'est là que je peux rentrer dans la famille des creux et des crêtes. Temporaire, ben là, si ça dépasse, c'est plus que 3 secondes, ça peut être jusqu'à 1 minute. Puis, je peux avoir les interruptions soutenues, les sous-tensions, les surtensions, tous des phénomènes qui durent plus qu'une minute. Puis, les problèmes au niveau des harmoniques. Bien, là, on va parler là, des problématiques qui vont être dans les fréquences de 10 à 5 kHz. Puis ça, c'est normalement, c'est assez permanent là, lorsqu'on a des problèmes d'harmonique comme ça. Donc, lorsqu'on arrive les autres causes de qualité, on peut avoir le phénomène de déphasage. Donc, là, à ce moment-là, ça va être des problèmes de facteurs de puissance qui vont provoquer des ennuis de facturation, des équipements chauds, une mauvaise performance. Les problèmes d'harmonique, donc les séquences zéro. Dans le triphasé, ça va souvent être la 5e et la 7e harmonique qui vont être problématiques. Les déséquilibres, donc tension électrique créant des courants excédentaires. Les creux, les gonflements, problèmes avec les disjoncteurs, les fusibles, problèmes de contrôle, les dommages électroniques. Puis les scintillements, qui vont faire clignoter les lumières, principalement un problème de réseau. Donc, les principaux points à retenir, votre pince ampérométrique est votre meilleur ami pour la vérification rapide, mais il faut connaître ses limites. Les problèmes triphasés nécessitent des outils en triphasé. Commencez par la charge affectée et passez le problème en revue. Utilisez vos outils plus souvent afin d'être à l'aise avec eux lorsque le plus gros problème survienne. Comprendre les interactions entre les équipements et les performances normales de référence. Utilisez plus fréquemment des outils pour les essais d'efficacité énergétique. Puis faites confiance à Fluke ITM pour vos besoins de test. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On va transférer ça à mon ami Chris. Merci beaucoup, Claude. Donc, oui, tout le monde, on a à peu près 5 minutes qui nous restent pour répondre à toutes vos questions. Donc, un gros merci à Claude pour la présentation au moment. Puis, on a reçu un couple de questions déjà. David veut demander pourquoi aucune mention du série 430, le 434 ou 435 aujourd'hui durant la présentation. Claude, est-ce que vous voulez répondre?
Simplement, c'est que la série 434-435 vient d'être discontinuée et est maintenant remplacée soit par la série 1730, pour ceux qui veulent juste faire l'analyse énergétique comme telle, ou la série 1770, donc les 73, 75 et 77, pour ceux qui veulent faire l'analyse de qualité électrique. Donc, la série 430 fit réellement entre les deux. Les appareils qui demeurent encore pour l'instant, ça va être comme le 438, il y a des tests de moteur et ainsi de suite. Mais tranquillement, on transite vers la série 1770 pour ces appareils-là. Merci beaucoup. Une question d'avoir une copie de présentation. Oui, bien sûr, Gabriel, on va vous envoyer tout le monde une copie une présentation après, dès qu'on finit. Donc, dans les prochaines 24 à 48 heures, vous devrez recevoir une copie. Quand on parle d'énergie, puis garder la mesure de puissance, est-ce qu'il y en a une fréquence de calibration suggérée pour les testeurs, pour les détecteurs? Bon. C'est sûr et certain que l'idéal, c'est de faire vérifier tes appareils une fois par année. Surtout lorsque tu veux faire une vérification de certains équipements critiques, puis que tu veux vérifier dans le temps, voir s'il n'y a pas eu des fluctuations. Fait que si ton appareil n'a jamais été recertifié, ben, il est possible que tu aies rendu avec des erreurs que tu n'avais pas au début. Même chose, lorsqu'on parle d'un intervalle normal, ça, c'est si l'appareil n'a pas été bousculé. Là. Si vous avez fait tomber l'appareil en bas de l'échelle de 6 pieds une couple de fois, peut-être qu'à ce moment-là, il aurait dû être vérifié immédiatement après. Donc, c'est pour ça que l'intervalle qu'on recommande de le faire aux ans, c'est une norme, on pourrait dire, sécuritaire. Mais si l'appareil est abusé, s'il y a eu des problématiques avec l'appareil, il a reçu des surtensions à répétition, peut-être que ce serait une bonne idée de l'envoyer plus rapidement. Ou si vous avez une étude qui s'en vient, qui est hyper critique, pourquoi ne pas l'envoyer pour le faire certifier avant? Parfait. Petit rappel, il nous reste 2 minutes. Si vous avez une question, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat pour nous envoyer. Une autre question. On a parlé de différents détecteurs puis mesureurs puis tout ça. Est-ce qu'il y en a quelque chose comme un logiciel ou quelque chose pour combiner toutes les données de n'importe quel instrument qu'on a parlé pour enregistrer dans un seul rapport ou quelque chose comme ça? Malheureusement, non. Lorsqu'on arrive au niveau des mesures, surtout au niveau de la qualité électrique, là, on va avoir un logiciel qui va faire sa job-là principalement. Donc, on va être limité dans les autres informations qu'on peut rajouter. Par contre, on est capable, dans certains cas, d'exporter les données. Puis là, à ce moment-là, on pourrait combiner avec d'autres appareils dans des chiffriers et ainsi de suite. Merci beaucoup. Aucune question au moment, puis ça nous reste à peu près 1 minute et demie. Donc, on va respecter tout le monde puis votre temps. Donc, un gros merci à Claude pour la présentation aujourd'hui et un grand merci à tout le monde à nous joindre pour la présentation aujourd'hui. Donc, au nom de ITM Université, encore, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et utile. Nous sommes disponibles pour vous aider de quelque manière que ce soit. Visitez notre site simplement itm.com/fr pour la version française pour tout ce dont vous avez besoin, y compris de nos coordonnées. Vous pouvez nous appeler, envoyez-nous un courriel, connecter avec un de nos représentants de vente technique par chat aussi. Et aussi, à la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerions que vous remplissiez. Vos commentaires nous aideront et à nous améliorer et nous permettront de vous apporter des sujets qui vous intéressent. Nous avons beaucoup de webinaires dans les prochaines semaines et mois, donc s'il vous plaît, vérifiez sur notre page formation sur itm.com pour le calendrier
pour les prochains webinaires. Et pour un merci à tout le monde pour rejoindre nous aujourd'hui. Votre nom serait enregistré au tirage pour gagner 100 pièces pour votre commande prochaine en ligne. Donc, assurez de voir nos canaux médias sociaux pour savoir qui a gagné. Donc, encore un gros merci à vous autres, un gros merci à Claude. Et bonne journée. bonne journée à tout le monde. À la prochaine.